Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Alors Antoine, toi tu es là aujourd'hui, tu vas nous expliquer, on va dire, ce qu'est Calliope, les enjeux de la certification et surtout nous donner les 10 conseils pour bien anticiper son audit. Tout à fait. Bon, top. Alors, du coup, en quelques mots, Antoine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc alors moi je suis auditeur Calliope et formateur en management. Donc ça fait 3 ans que j'interviens dans le secteur de la formation en tant que formateur en management et je suis aussi auditeur pour le compte de l'organisme de certification Certifopac. Et donc voilà, j'interviens auprès d'organismes sur de l'audit et j'accompagne également des organismes de formation sur l'accompagnement pour obtenir la certification Calliope. Ok, super. Merci pour cette présentation. Alors, en quelques mots, Calliope, qu'est-ce que c'est? Alors, Calliope, c'est une certification qualité pour les organismes de formation. Elle est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tous les organismes qui souhaitent bénéficier de financement public au sens large. Donc voilà, si vous souhaitez bénéficier de financement d'opérateurs de compétences, du FNE, du CPF. Alors, CPF, il y a d'autres obligations à tenir, mais Calliope est quand même un prérequis pour obtenir ces financements publics. Donc voilà, c'est une certification qualité pour obtenir tous ces financements. Et elle concerne 4 types de prestations: les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis d'expérience et les centres de formation d'apprentis. Et puis pour obtenir cette certification, voilà, vous devez passer par un organisme certificateur. Donc Certifopac est un organisme de certification et donc vous faites la demande d'audit auprès de cet organisme et vous pouvez ensuite obtenir cette certification si vous passez l'audit. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi du coup être certifié? Alors, pourquoi être certifié? Je vous l'ai dit, c'est pour obtenir ces financements publics. Donc, ça vous permet d'ouvrir l'accès à des mannes de financement pour vos clients. Et pourquoi Calliope? Voilà, ensuite l'enjeu, pourquoi Calliope a été mis en place. Alors, pour l'État, c'est effectivement pour s'assurer que l'argent public a été bien dépensé et bien dépensé. Et c'est une certification qui porte sur les processus que vous mettez en œuvre au sein de votre organisme de formation, pardon. Et donc, on va regarder si le process, la démarche qualité que vous mettez en place est compatible avec certains critères, est en conformité avec certains critères. Et vous allez pouvoir obtenir cette certification qualité donc, sur une durée de 3 ans avec un audit de renouvellement, de surveillance au bout de 1 an et demi. Et une fois que vous avez cette certification, elle est valable pour toutes les formations que vous allez pouvoir délivrer, en tout cas dans la catégorie action de formation, que si vous obtenez cette certification sur ce domaine-là. D'accord. Voilà. Alors, pour le coup, moi, je me suis aussi penchée sur tout ce process Calliope. Donc, je sais qu'il y a 7 critères et tout plein d'indicateurs. Oui. Tu vas nous faire un petit résumé des 7 critères? Alors, voilà, donc, les indicateurs de qualité à remplir pour obtenir la certification sont rangés dans 7 grands critères. Vous avez ensuite 32 indicateurs. Donc, après, tous les organismes de formation ne sont pas concernés par ces 32 indicateurs. Ça va dépendre de votre périmètre, c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure. De manière assez rapide, donc le premier critère concerne l'information du public, donc les programmes que vous avez diffusés. La deuxième correspond à l'analyse du besoin et l'adaptation de la prestation à ce besoin, donc la partie conception. La troisième porte sur l'exécution de la prestation, mais comment vous allez informer vos publics sur l'exécution de la prestation et comment vous allez la réaliser en tant que telle. Le quatrième porte sur les moyens humains et techniques que vous allez mettre en œuvre pour exécuter votre prestation. Le cinquième sur les compétences de vos équipes qui interviennent dans l'exécution de la prestation. Le sixième critère porte sur la veille et la question du handicap. Donc, la veille que vous menez sur l'aspect réglementaire, métier et sur les innovations pédagogiques.
Et le dernier point porte sur l'évaluation de la satisfaction, donc le recueil des appréciations de vos participants, de vos équipes pédagogiques, de vos entreprises clientes et des financeurs sur les prestations que vous effectuez, et ensuite le processus d'amélioration continue que vous menez suite à l'évaluation de ces appréciations et également l'analyse des réclamations qui vous sont faites. Ok, top. Ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'on a un temps questions sur la fin. Si vous avez des questions là sur déjà ce qui vient de se passer, vous pouvez également les mettre dans le chat et on répondra avec Antoine sur la fin du webinaire. Bon, alors du coup, les 7 critères expliqués. Merci Antoine, ça c'est clair. Maintenant, tu as 10 conseils pour être prêt. Voilà, tout à fait. Alors, ce sera 10 conseils qu'on pourra appliquer à la fois l'audit initial ou l'audit de surveillance. Donc, il y a quelques, bien sûr, différences entre cet audit initial et cet audit de surveillance. Donc, je préciserai à chaque fois ce qui est spécifique plutôt à l'audit de surveillance. Et je vais vous délivrer ces 10 conseils-là de mon expérience d'auditeur Calliope. Et c'est ce qu'on attend. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien identifier son périmètre. Est-ce que vous faites de la sous-traitance? Est-ce que vous faites des actions de formation? Est-ce que vous faites des bilans de compétences? Est-ce que vous faites des validations de l'acquis d'expérience? Est-ce que vous êtes un CFA? Donc, est-ce que vous êtes un nouvel entrant? Donc, ça, c'est pour l'audit initial. Est-ce que vous préparez à des formations certifiantes qui sont RNCP? Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça à vous poser qui va définir le nombre d'indicateurs sur lesquels vous allez être audité. Donc, le minimum étant 20 indicateurs si vous êtes un nouvel entrant lors de l'audit initial et que vous faites uniquement de l'action de formation et pas des formations certifiantes. Et le maximum étant 32. Hein, voilà, si on regarde l'ensemble des actions, on inclut aussi les critères les indicateurs spécifiques au CFA. Donc, faites bien cette identification-là pour savoir sur quoi vous allez travailler. Moi, j'ai vu des organismes qui traitaient les indicateurs qui étaient sur des formations certifiantes alors qu'ils ne faisaient pas de certification RNCP. Donc, ça ne sert à rien de consacrer du temps sur ce point. Deuxième conseil, alors qui peut paraître un peu évident, mais préparez l'audit. Ne vous dites pas, je vais les mains dans les poches et puis je répondrai aux questions de l'auditeur comme elles viennent, et puis je vais réussir à me débrouiller parce que l'activité se passe bien, je connais mon métier. Alors, c'est pas parce que vous connaissez bien et que vos clients sont satisfaits que vous êtes forcément en conformité avec tous les indicateurs du référentiel. Donc, c'est important de faire cette préparation préalable et de vérifier via le référentiel qualité que vous êtes bien en règle vis-à-vis des critères et des indicateurs qui sont mentionnés dans ce référentiel qualité. Le troisième conseil, c'est lire attentivement le référentiel. Donc, le référentiel, c'est le document sur lequel on se base, nous, auditeurs, pour pouvoir auditer un organisme de formation. Donc, on n'invente rien. Il y a des critères et des indicateurs qui sont définis dans ce référentiel. Il y a des niveaux qui sont attendus. Et lorsque ces niveaux ne sont pas attendus, on nous explique ce qui relève d'une non-conformité mineure et d'une non-conformité majeure. Donc, en fait, tout est expliqué dans ce référentiel-là. Quand on relève des non-conformités, on s'en réfère systématiquement à ce référentiel. Et donc, il n'y a pas de surprise en valeur absolue. Il y a juste, effectivement, une bonne analyse et une bonne expertise, une bonne connaissance à avoir de ce référentiel qualité. Vraiment, appuyez-vous et lisez-le très attentivement. C'est ça qui fera la base de votre audit à venir. On va mettre sur la table de chevet alors. Voilà, ou dans les toilettes pour un peu de lecture. Quatrième conseil, être méthodique. Il n'y a pas de hasard lorsqu'on réalise un audit. Tout est, comme je vous dis, tout est précisé dans ce référentiel. Et sur des indicateurs, il suffit parfois qu'il manque un élément pour que cela engendre une non-conformité mineure, voire une non-conformité majeure. Donc, sur chaque indicateur, assurez-vous d'y répondre de manière exhaustive. Je prends l'exemple de vos programmes de formation. Vous avez
un certain nombre d'éléments qui vous sont demandés, les prérequis, les objectifs, les méthodes, les modalités d'accès, l'accessibilité pour les personnes handicapées, etc. Donc, tout est indiqué. Si vous manque un élément, on peut vous donner une non-conformité majeure, si c'est un élément qui est répété. Donc, voilà, c'est bien méthodique là-dessus. Oui. La subtilité, Antoine, entre majeur et mineur, c'est quoi? Ça dépend, c'est indiqué dans le référentiel à chaque fois. Ça dépend des indicateurs. Donc, il y a certains indicateurs, on va dire, cruciaux où le non-respect même partiel, c'est comme ça que c'est indiqué, le non-respect même partiel de l'indicateur entraîne une non-conformité majeure. C'est le cas, par exemple, l'indicateur 4. Il y a certains autres indicateurs où voilà, on va pouvoir mettre une mineure sur des défauts qui sont ponctuels et non répétitifs. Et après, ce qui change, c'est dans la mise en œuvre d'un plan d'action pour lever la non-conformité. Donc, sur une mineure, vous avez 6 mois pour la lever donc vous avez 6 mois pour la lever et la vérification se fait à l'audit suivant. Tandis que la majeure, vous devez mettre en œuvre le plan d'action dans les 3 mois et il faut vérifier la mise en œuvre du plan d'action pour lever la non-conformité. D'accord. Okay. Voilà. 5e conseil, alors, utilisez les bons outils, ne réinventez pas la roue. Hein, il existe de nombreux modèles et outils qui vous permettent de vous aider dans le maintien de votre certification Calliope et dans la préparation de vos audits. Donc, TooSmart, avec l'outil Coupi, en est un bon exemple. Donc, on vous le présentera, Yesel vous présentera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ne partez pas à l'improviste, appuyez-vous sur ce qui est déjà existant. Ça vous évitera de réinventer la roue sur ce sujet. 6e conseil, alors, se faire accompagner. Donc, on est mieux quand on est bien accompagné que seul. Alors, ça peut être soit des amis, des confrères, des collègues qui ont déjà été certifiés, qui vont pouvoir vous partager les erreurs les plus courantes sur la certification dans le Calliope, ou sinon, vous pouvez contacter directement des auditeurs ou des experts, des accompagnateurs qui viendront avec leur expertise vous aider à structurer directement votre démarche qualité, l'adapter si on est dans le cadre d'un audit de surveillance, donc reprendre l'existant et vous expliquer ce qui est encore à modifier. Et donc, voilà, ça se traduira en un gain de temps et d'efficacité pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, qui est généralement votre activité de formation et votre développement commercial. 7e point, je vous conseille de faire simple. Les exigences qu'on a vis-à-vis d'un organisme qui génère, je ne sais pas, 10 millions de chiffres d'affaires et qu'on a vis-à-vis d'un organisme indépendant ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la peine de mettre en place une usine à gaz avec des process très, très compliqués que de toute manière, vous n'arrivez pas à tenir si vous êtes un petit indépendant, entre guillemets, qui fait 30 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Soyez simple, soyez réaliste. L'important, c'est de répondre aux indicateurs qui sont donnés et qu'il y ait un système qui soit maintenable. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous mettez en place un système pour l'audit initial et que vous n'arrivez pas à le maintenir, vous allez prendre des non-conformités à l'audit de surveillance. Donc, il vaut mieux faire des choses plus simples, mais qui sont maintenables dans le temps pour maintenir votre certification tout au long de votre existence. Donc, pensez long terme, voilà, ça vient en corrélation avec ce que je viens de vous dire précédemment. C'est quand vous obtenez votre certification à l'audit initial, c'est pas la fin, l'histoire ne se termine pas là. C'est pas bon, c'est bon, l'auditeur il m'a donné mon papier, je peux vaquer à mes occupations. Non, il y a une vérification qui se fait tout au long de la vie de l'organisme de formation. Et si on constate à l'audit de surveillance que vous n'avez pas mis en œuvre les process que vous avez décrits et définis à l'audit initial, eh bien, il y aura une non-conformité et potentiellement, si vous ne vous remettez pas, vous ne changez pas votre process, vous pourrez potentiellement perdre votre certification. 9e conseil, alors c'est bien choisir son organisme de certification. Donc, il y en a un peu plus d'une vingtaine en France, donc ils sont accrédités par la COFRAC. Donc, moi, comme je vous ai dit, je travaille pour l'organisme Certifopa. Donc, c'est un organisme dont je suis très satisfait, qui, avec un délai plutôt rapide de réponse et d'exécution, avec des dépôts de preuves sur une plateforme numérique. Bon, après, les différents organismes
pouvez comparer. Donc, il y a une uniformité quand même dans le travail qui est fourni, c'est-à-dire que nous, auditeurs, on se base tous sur le même référentiel. Donc, il n'y a pas un auditeur qui va interpréter à sa sauce des indicateurs sur un organisme donné, et puis d'autres pratiques chez d'autres organismes de certification. Il n'y a pas de complaisance non plus chez certains organismes de certification et moins de complaisance chez d'autres. On est tous sur le même référentiel et sur la même grille d'analyse. Néanmoins, c'est toujours intéressant d'avoir un bon feeling avec son organisme de certification. Donc, n'hésitez pas à demander des recommandations, regarder les avis Google éventuellement pour vous faire un avis. Et puis, les différences de prix aussi peuvent vous aider pour arbitrer dans votre choix. Oui, c'est important parce que finalement, quand on choisit son certificateur, c'est lui qui nous suit tout au long des audits. Oui, alors on peut changer, hein, on peut demander un transfert de certification d'un audit à un autre, mais effectivement, les modèles sont différents. Il y a certains organismes de certification qui demandent une redevance annuelle pour maintenir la certification. Bon, ce n'est pas le cas de Certifopac, par exemple, pour l'instant. Donc, voilà, il y a des arbitrages quand même à faire et des coûts qui sont différents. D'accord. Alors, écoute, on est au dernier conseil. Oui, alors un peu plus positif par rapport à ce que je vous ai dit, c'est rester serein dans le sens où si vous obtenez des certifications, des non-conformités à votre audit, que ce soit votre audit initial ou à votre audit de surveillance, voilà, ce n'est pas la fin des haricots, ce n'est pas le drame, dans le sens où vous allez avoir un délai de 3 mois pour mettre en œuvre les corrections. Donc, l'auditeur va faire un rapport d'audit, des constats de non-conformité sur certains indicateurs, et ensuite, vous allez pouvoir proposer des éléments de preuve pour expliquer que vous êtes mis en conformité, vous avez changé vos process, vous avez changé certains éléments, et faire en sorte que vous obteniez votre certification Calliope une fois que tous les critères et tous les indicateurs sont complétés. D'accord ? Donc voilà, si jamais lors de votre audit, même si vous avez bien préparé, vous avez une non-conformité majeure, ce n'est pas fini. Vous avez ce délai-là pour vous remettre en conformité et pour, compte tenu des observations de l'auditeur, réussir à obtenir la certification Calliope tout nu. Voilà, c'était le 10e conseil. Top, merci Antoine. En tout cas, alors je ne sais pas si les participants au webinaire se reconnaissent sur certains points, mais c'est vrai que moi, j'ai croisé certains organismes qui, effectivement, une fois la certification en poche, voguent, comme tu dis, en se disant, bon, 1 an et demi, on a de la marge, et se font vite rattraper et se disent, ah oui, il faut quand même être très structuré, et voilà, sinon ça demande, enfin, c'est de la structure constante, parce que sinon ça demande trop de travail au dernier moment pour l'audit, quoi. Donc, oui, et puis on garde quand même la mise en œuvre en fait à l'audit de surveillance. Donc on va considérer quand même, on va rechercher des éléments de preuve de mise en œuvre des process, tandis que sur l'audit initial, notamment pour un nouvel autrant, on part plutôt sur des modèles et sur des process qui sont mis en place et on n'a pas forcément matière à vérifier que c'est effectivement exécuté. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre de partager notre expérience, notre petit organisme a été qualifié initialement. On sera recertifié, enfin, l'audit de continuation au mois de mars. Et en fait, on est confronté, comme tous les petits organismes, à 2 points sur lesquels on n'a pas travaillé parce qu'on n'y a pas été confronté. L'accueil et l'adaptabilité aux personnes handicapées, ça fait 12 mois qu'on n'y est pas confronté. Et du coup, on doit retisser tout le lien avec les interlocuteurs. Parce que ça nous sera demandé à l'audit. Et deuxième point qui est plus délicat, c'est tout ce qui est lié à la veille. Il y a beaucoup de veille technique, veille légale, et c'est vrai qu'on fait de la veille en mettant de côté tout un tas de documents qu'on n'exploite pas forcément, et il va falloir prouver que on l'exploite, entre guillemets. Donc ça, c'est voilà, c'est 2 points un peu délicats. Oui. Alors sur l'aspect handicap, on n'est pas obligé de vous mettre des personnes en situation de handicap pour que vous puissiez démontrer
que votre plan d'action est efficace. On attend de vous que vous ayez un réseau et que vous ayez en place un plan d'action qui permet de répondre en cas de besoin à l'adaptation de vos prestations à des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, par contre, sur la veille, effectivement, à l'audit de surveillance, on attend la mise en place et l'exploitation de la veille. Donc la mise en place, c'est un point. Consulter les newsletters, se renseigner sur l'actualité réglementaire, les innovations pédagogiques, votre actualité métier. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en avez fait de cette veille. Est-ce que vous avez mis à jour vos supports? Est-ce que vous avez ouvert des dossiers? Est-ce que vous avez demandé, tester des outils, des nouveaux outils pour l'innovation pédagogique? Et ça, c'est vraiment sur ce point qu'on vous attend à l'audit de surveillance. Merci. Alors, du coup, moi, je vais faire partie de la veille technique. Tu en as parlé tout à l'heure, Antoine. Effectivement, nous, chez ToSmart, on est créateur d'applications métiers. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est vraiment d'appréhender chaque process métier pour en créer une application ensuite sur mesure à vos usages et à vos process. Et on a croisé la route d'organismes de formation, justement certifiés Calliope, ce qui nous a fait vraiment pencher sur ce process bien spécifique. Et du coup, en est né Coupi. Alors, hop. Pardon, j'acceptais quelqu'un qui arrivait. En est né Coupi. Voilà, donc ça, c'est pour vous. C'est une application qui vous permet vraiment de centraliser et de fiabiliser l'ensemble de vos données liées à chaque action de formation. Donc, je voulais vous présenter Coupi en quelques slides. Alors, hop. En fait, là, on a imaginé tout le cheminement de la création de l'action à la clôture de l'action. Donc, ça passe par des checkpoints, l'action, les financements, etc. Donc, je vais vous détailler tout ça. Donc déjà, quand on crée son action de formation, voilà comment ça se présente. On va vous demander plein d'informations qui sont rattachées à votre compte client, à votre contact chez votre client. L'idée, c'est d'avoir déjà dans Coupi son catalogue produit avec ses modules qui sont rattachés. Donc, ça veut dire que, hop, vous créez votre action, vous sélectionnez votre produit, les modules se rattachent automatiquement, ainsi que les compétences, les prérequis, etc. Donc, ça, c'est top. C'est simplement pour vous éviter la saisie à chaque fois qui est longue et on n'a pas que ça à faire. Voilà, donc ça, c'est concernant l'action de formation. Ensuite, il y a le côté financement. Donc là, c'est là où vous rajoutez vos financeurs, que ce soit OPCO ou autre, peu importe. Donc, idem, vous mettez toutes les informations liées à vos financeurs et derrière, la convention se remplit automatiquement. Toujours pareil, c'est pour vous éviter de tout ressaisir les infos à chaque fois. Vous allez pouvoir évidemment gérer les coûts annexes et puis vous avez les coûts réels en face. Donc, vous avez tout ce côté financement. Ensuite, vu que vous avez créé votre action de formation au début, toutes les informations seront reprises pour, pareil, dans la même idée, pouvoir venir automatiser le programme. Donc, ça veut dire qu'il est généré en automatique également. Vous pouvez le télécharger en PDF et on vous assiste aussi sur le côté création du déroulé pédagogique. Ça, c'est compliqué à automatiser dans son intégralité. Donc, en fait, on vous crée le tableau avec les indicateurs et c'est du remplissage manuel que vous pouvez ensuite, pareil, enregistrer et télécharger. Côté participants, donc là, c'est là où vous allez pouvoir gérer la liste de vos stagiaires. Donc ici, en fait, dans cette base test de Coupi, on travaille avec un client. Ce référent client, c'est Michel, que vous voyez en haut à gauche. Alors, l'idée de rentrer les stagiaires, c'est soit vous les rentrez un par un en cliquant sur le bouton à gauche « Ajouter participant » et vous rentrez toutes les informations par stagiaire. Ou sinon, vous envoyez en fait un lien de la base de données à Michel qui, lui, va remplir toutes les infos des stagiaires. Une fois qu'il aura validé, ce sera tout complété dans Coupi. Donc ça, c'est top. Généralement, c'est une fonction qui est hyper appréciée parce que ça vous évite bien de tout remplir. Et la troisième possibilité, c'est la possibilité déjà de recroiser ces stagiaires sur une action.
Donc, ça veut dire qu'on les a déjà en base de données, on les rapatrie sur notre action de formation actuelle et pour être sûr d'avoir toutes les bonnes coordonnées, on leur envoie un mail de mise à jour de coordonnées pour savoir que tout est OK. Ensuite, une fois qu'on a tous ces stagiaires dans notre liste, là, vous voyez, c'est hyper simple. Enfin, visuellement, vous savez si le profil est complété. Donc, le check, c'est OK. La croix, c'est pas bon. Ensuite, vous pouvez lui envoyer donc, tout ce qui est convocation en automatique sur le petit bouton envoi convocation. Donc, vous avez dans comment on appelle ça, je perds mes mots, un indicateur couleur, pardon, sur les dates. Donc, quand c'est en orange, ça veut dire qu'on a bien envoyé, mais que le stagiaire n'a pas acté avoir bien reçu les documents et avoir pris connaissance. Et quand c'est vert, tout est OK, c'est envoyé de notre côté et validé côté stagiaire. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire, les envois individuels si besoin, ou sinon vous cochez tous les stagiaires et vous envoyez en masse. Ça, c'est le côté planning. Donc, c'est là où vous allez pouvoir gérer vos formateurs, que ce soit internes ou externes, créer vos événements, soit à l'heure, à la demi-journée, à la journée. Sachez que dans Coupy, en fait, 2 heures avant chaque événement, le formateur reçoit un lien vers la feuille de présence. Donc, c'est lui qui va gérer pour les stagiaires s'ils sont présents ou absents et les faire signer, en fait. Soit sur tablette, soit sur PC, soit sur smartphone, hein, peu importe. Et chaque formateur est connecté au calendrier. Donc, peu importe le calendrier qu'il a, nous, on va gérer nos événements. Du coup, si on a une modification, il sera prévenu en fluide. Le côté satisfaction, donc ça, c'est aussi un gros point. Là, ce sont les questionnaires, donc questionnaire à chaud, questionnaire à froid, questionnaire positionnement, questionnaire de satisfaction client, financeur. Tous les questionnaires, en fait, sont envoyés en automatique parce que quand on a créé notre action de formation, on a mis les dates et donc on sait, on n'a pas d'inquiétude, on sait qu'à 90 jours, notre questionnaire à froid sera envoyé. Et il y a aussi, oui, je vois une... Est-ce que ça peut comprendre le questionnaire de prérequis? Oui. Quand vous dites questionnaire de prérequis, c'est... Oui, puisque l'un des indicateurs nous demande toujours de nous assurer des prérequis des gens avant de rentrer en formation. Est-ce qu'on peut le créer avec votre questionnaire personnalisable? Alors, ou est-ce simplement sur du retour à chaud Pour moi, c'est le questionnaire positionnement. Est-ce que c'est... Oui, c'est pareil. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, il est dedans, là. Le questionnaire positionnement est dedans. D'accord. Très bien. Merci. Donc, tout ça est envoyé donc en automatique. Et il y a 2 relances qui sont programmées. Alors, ça, on la gère ensemble, mais on va dire à J+3, J+6, par exemple. Évidemment, questionnaire personnalisable, c'est-à-dire que soit vous envoyez les mêmes pour toutes vos actions, soit vous les personnalisez à chaque action. On a le côté action corrective parce que c'est quand même le but aujourd'hui de Calliope, hein, c'est d'être toujours dans l'amélioration continue. Donc, l'idée, c'est qu'après chaque questionnaire satisfaction, vous puissiez checker et pointer les actions correctives à mettre en place. Donc, on les crée simplement et puis là, on a imaginé en fait un affichage en Kanban. Donc, vous avez toute la liste des actions à faire et puis en glisser-déposer, vous allez voir si elles sont en cours ou terminées. Voilà. Ensuite, l'un des derniers points de Coupy, c'est on a créé un tableau de respect Calliope. Alors ça, c'est particulièrement pour nos auditeurs. Ça permet de récapituler l'ensemble des actions sur lesquelles on a travaillé et de venir checker si tout est OK. Donc là, c'est évidemment visuellement pour vous montrer les croix, etc. Mais tout doit être au beau fixe parce qu'on est venu vraiment automatiser tout ce qui pouvait l'être. Et voilà, concernant Coupy, alors je suis vraiment allée rapidement sur les fonctionnalités parce que ce n'est pas non plus le but, mais c'était simplement vous montrer ce qui existe. Allez-y. Oui, alors ma société est à 70% prestataire d'autres organismes de formation. Oui. Et je voulais savoir si votre application, dans le lien sur financement, est-ce qu'on peut mettre à un endroit qu'il n'y a pas de financement particulier, puisque nous ne sommes que prestataires? Cette étape, entre guillemets. Oui, alors là, c'est une demande un peu particulière, mais on peut imaginer tout à fait le notifier. Pardon, je m'étouffe en même temps. On peut tout à fait imaginer le notifier, en effet. D'accord, très bien. Merci.
Mais de rien. Oui, allez-y. On a fait le tour de toute manière, donc si vous voulez lancer les questions, je vois Lens qui a levé la main. Peut-être c'était une fausse alerte. On ne vous entend pas par contre. Le micro est coupé de votre côté, je ne l'entends pas. Ah, bon. Excusez-moi, je n'avais pas vu l'icône. Oui, deux questions. Est-ce qu'on peut aussi établir le bilan annuel des actions de formation grâce à votre application ou pas? Le BPF? Ouais. Non, pas encore. D'accord. Et est-ce qu'il y a moyen d'interfacer votre application avec un ERP ou une CRM, une gestion commerciale ou... Ouais. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que nous, on travaille avec des technos qui sont innovantes. Et l'idée de cette application, c'est de la rendre connectable. Donc, si vous, de votre côté, alors je dis oui avec un bémol, dans le sens où si votre ERP est connectable, oui, on peut faire circuler les informations. Mais voilà, ça s'étudie aussi, ça s'étudie. Et ce serait en licence propriétaire ou c'est comment ça fonctionne? On est en SaaS. Tout en SaaS? Oui. Et le prix à peu près, c'est combien dans ce cas-là, en fonction du nombre d'utilisateurs, mais en moyenne, ce serait quoi à peu près? Alors non, on n'est pas en nombre d'utilisateurs, justement. On a décidé de le faire plutôt en tarification volume. Donc, on a on a tout simplement plusieurs paliers. Le premier palier, alors je ne sais pas combien de sessions de formation vous faites par an. Nous, on est éditeur et intégrateur de nos propres logiciels, donc on est certifié Calliope pour former les utilisateurs de nos clients à notre logiciel. C'est très captif, hein, mais un bon volume, vous voyez, c'est pas mineur. D'accord. Alors, on a plusieurs paliers. On a le premier palier qui est jusqu'à 80 sessions de formation. On est sur un investissement, un abonnement mensuel à 95 € hors taxe. Après, on va passer à 150. Là, on est à 130 € hors taxe. Ensuite, jusqu'à 500 sessions de formation, on est à 270 €. Et après, on repasse encore un palier jusqu'à 1500 et on est sur un investissement à 590 €. Par mois, hein? Oui, en mensuel. D'accord, ça. Ok. Et oui, c'est du web, c'est comment? C'est une application web? Oui, tout à fait. D'accord. Non, parce que nous, on est en train de réfléchir, comme on est en train de passer au web aussi pour notre ERP. C'est peut-être plus de s'interfacer avec une application comme la vôtre plutôt que de tout redévelopper. Parce qu'on avait nous, antérieurement, on développait dans du AS400, vous voyez, on a tout D'accord. qui est toujours basé sur l'AS400, mais c'est un peu compliqué de tout redupliquer sur du SQL ou des choses comme ça. C'est ça. Écoutez, avec plaisir pour en parler peut-être ensemble par la suite. D'accord, pas de souci. Alors, je vois qu'on a aussi des questions dans le chat. Alors, quel est le prix de base du logiciel, Sophie? Donc, du coup, je viens d'en parler. Et Agnès, est-ce que le prix intègre la partie paramétrage ou cela vient s'ajouter? Alors, j'ai juste sur le premier, en effet, sur le premier palier de 80 sessions, j'ai juste un setup qui est à 390 € hors taxe. Donc, ça, c'est payable en une seule fois, c'est pour la prise en main. Ensuite, sur les autres forfaits, on est vraiment en full abonnement mensuel. Et par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un accompagnement à la prise en main une fois que vous avez l'outil, parce qu'on a beau, vous avez vu, ça a l'air fluide, simple, puis c'est dans votre process, mais c'est quand même toujours mieux d'être accompagné sur ce côté prise en main de l'application. Et là, on est sur à peu près 1h30 et la formation est à 200 € hors taxe.
Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être pour Antoine aussi, concernant l'anticipation de ces audits? N'hésitez pas. Pas de questions particulières. Alors, Agnès. Hop. La hotline pour l'utilisation du logiciel est payante ou gratuite après la formation des 2 heures? Non, il n'y a pas. Alors, la hotline, c'est un grand mot. Hein. Nous, on est une société lyonnaise à taille humaine, on est 15. Donc, la hotline, c'est l'équipe côté technique. Donc, ça, non, c'est gratuit. Après, c'est gratuit à bon escient si vous appelez 72 fois par jour. Bon, on verra, on en rediscutera. Mais non, c'est gratuit pour l'instant. Emma, pour l'audit de surveillance, quels seraient vos principaux conseils, Antoine, pour toi? Merci Emma pour la question. Alors, merci Sophie. Ce sur quoi il faut être attentif à l'audit de surveillance, c'est est-ce que les process qui ont été validés, qui ont été mis en conformité à l'audit initial, ont été gardés? Donc ça, c'est déjà un premier point d'attention pour vous. Si je prends un exemple, vous avez défini une trame d'entretien pour l'analyse des besoins des participants et que vous ne l'avez jamais utilisée, ça, c'est quelque chose qui va déclencher une non-conformité majeure au moment de l'audit de surveillance. Si vous n'avez pas un autre moyen, en tout cas, d'analyser le besoin. Donc, moi, je commencerai déjà par identifier dans le process initial que vous avez mis en place à l'audit initial, qu'est-ce que vous n'utilisez pas. D'accord ? Après, il y a des éléments. Est-ce que, Emma, vous étiez nouvelle entrante lorsque vous avez fait l'audit initial ? Alors, je ne sais pas votre réponse, mais oui, donc voilà. Si vous étiez nouvelle entrante, il y a un certain nombre d'éléments, du coup, dont la mise en œuvre est vérifiée. La question de la veille, par exemple, comme on a vu, veille, on vous demandait la mise en place de la veille sur la veille métier et la veille d'innovation pédagogique. Au moment de l'audit de surveillance, on va vérifier la mise en œuvre. Pour un nouvel entrant, au moment de l'audit initial, on ne demande pas qu'il y ait un plan de développement de compétences ou un plan de formation continue pour un travailleur indépendant. Ça, c'est demandé à l'audit de surveillance. On ne demande pas non plus qu'il y ait une démarche d'amélioration continue qui soit observée. Donc là, il faut aussi, si vous étiez nouvelle entrante, que vous regardiez tous les critères, tous les indicateurs où il y avait une spécificité nouvelle entrant et que vous regardiez si vous avez bien mis en œuvre. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on regarde la mise en place, qui est bien les outils à l'audit initial, et à l'audit de surveillance, on regarde la mise en œuvre. D'accord ? Donc tous ces éléments-là, il faut que vous vérifiez, que vous fassiez une deuxième passe. Et si vous ne mettez pas en œuvre, il y aura une non-conformité. Donc, avant l'audit de surveillance, que vous mettiez en place l'outil et que vous le mettiez en œuvre pour un des clients, pour une des prestations que vous réalisez. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Emma. Il faut répondre dans le chat, du coup. Oui, parce que je vois qu'elle n'a pas de micro. Ça a l'air. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, juste une question pour le bilan annuel. Vous avez prévu de développer ça ultérieurement ou c'est prévu ça ou pas? Ouais, on est en train de se pencher vraiment sur la question parce que au vu de ce que demande le BPF, toutes les informations sont dans l'appli. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça le but, quoi. Ça simplifie la démarche. On est d'accord. Donc oui. Je ne veux pas spoiler, mais ça fait partie de la réflexion du moment. D'accord, merci. Merci Sandra. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, vous avez à l'écran nos coordonnées respectives. Donc, n'hésitez pas, avec Antoine, on est vraiment à disposition. C'est avec plaisir. Vous recevrez, quoi qu'il en soit, comme je vous disais au début, le replay du webinaire. Donc, voilà, vous recevrez tout ça par mail.
Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. C'était chouette de partager ce moment avec vous. Et avec grand plaisir de se recontacter par la suite pour… merci Emma. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.